J'ai toujours été, oui, un peu impressionné par ce lieu, impressionné par ce sentiment de permanence, voilà, de solidité, de permanence. En 1629, le roi de France, Louis XIII, va donner aux jésuites la possibilité de créer une chapelle qui doit servir à réaffirmer la présence et la puissance royale sur cette ville qui a été domptée, cette ville protestante, rebelle, belle et rebelle, qui vient d'être domptée par le Grand Sire. Ici, on a vécu quand même des choses très étonnantes. On a vécu la présence d'une vache pour une création de Régine. À chaque création, un petit challenge. Et tout ça a été un champ de curiosité, d'investigation assez inouï. J'avoue que je n'ai pas vu vraiment passer toutes ces années, mais je les ai traversées et je les ai traversées dans cette chapelle. La Rochelle est une ville protestante globalement depuis les années 1550. Alors cette ville protestante, elle rayonne à l'échelle de la province d'Aunis et Saintonge, mais elle rayonne également plus largement à l'échelle du royaume, voire à l'échelle européenne. Depuis 1570, c'est une place forte qui a un privilège octroyé par le roi. L'année suivante, le 7e synode national fait qu'à La Rochelle, sont éditées les confessions de La Rochelle qui fixent les bases de la religion réformée. Des personnages parmi les plus importants du royaume sont ici à La Rochelle, à la fin des années 1560. Jeanne d'Albret, future mère d'Henri IV, mère du futur Henri IV plus exactement, qui fait de La Rochelle un foyer de l'humanisme réformé. L'amiral de Coligny qui structure une flotte à la fois commerciale et militaire et qui enrôle des corsaires rochelais pour à la fois ramener des richesses et accentuer encore la richesse commerciale de la ville, mais également titiller les flottes catholiques et donc participer à une sorte de guerre psychologique à l'intérieur même de ces guerres de religion. Alors ce privilège et cette exception rochelaise finit par contrarier le pouvoir royal, et notamment après la mort d'Henri IV en 1610, notamment lorsque le principal ministre du fils d'Henri IV, Louis XIII, à savoir le cardinal de Richelieu, décide progressivement de faire rendre gorge à ces élites municipales rochelaises trop puissantes, trop indépendante, trop riche et finalement, bien sûr, trop huguenote, et progressivement essaye d'entourer cette ville rochelaise symboliquement et physiquement, notamment en créant un certain nombre de forts, notamment le fort Saint-Louis, pour faire en sorte que les privilèges politiques de la ville disparaissent. Et ce processus de reprise en main par le pouvoir royal culmine avec le grand siège de La Rochelle, 1627-1628, où, au terme de 2 années extrêmement dures et d'une véritable saignée démographique, à titre indicatif, au tout début du siècle, La Rochelle, c'est entre 22 et 23 000 habitants, dont 18 000 protestants. Après le siège de La Rochelle, il reste 6 000 personnes. Quasiment plus de catholiques qui sont partis, évidemment, avant le début du siège. On estime à presque 10 000 morts, même si les estimations sont difficiles à effectuer. Et évidemment, il y a eu énormément de protestants qui ont fui. Donc, à l'issue du siège, le pouvoir royal a repris la main, symboliquement. En théorie, on continue d'octroyer aux protestants la liberté d'exercer leur religion, mais ils perdent toute espèce de forme de pouvoir politique, militaire, toute espèce de forme de pouvoir symbolique. Et évidemment, pour marquer cette reconquête catholique et cette reconquête royale, il faut marquer l'espace. Et l'urbanisme et l'architecture constituent 2 grammaires politiques et symboliques. Et cette chapelle dans laquelle on se trouve est un des éléments de cette grammaire politique par la pierre.
dans les bagages de Richelieu, si je puis dire, il y a un ordre, à savoir la Compagnie de Jésus, qu'on appelle plus communément les Jésuites, qui avait déjà cherché à venir à La Rochelle au tout début du XVIIe siècle, et qui, par lettre patente de Louis XIII, se voit octroyer la gestion de ce collège, qui était un collège qui existait depuis François Ier. Et en 1629, les jésuites, les pères jésuites, structurent et réorganisent ce collège. Il est décidé, et c'est par volonté royale, volonté de Louis XIII et de Richelieu, que ce collège devait également être matérialisé par un lieu de culte. Cette chapelle du collège, mais lorsqu'on la regarde, ce qui est frappant, avec ses 39 mètres et demi de long, c'est qu'elle n'a pas du tout les dimensions d'une chapelle collégiale, et là, en réalité, les dimensions d'une église. Et c'est peut-être le premier élément, j'allais dire, de ce langage politique et religieux par la pierre. Elle est ouverte sur le collège, bien entendu, c'est-à-dire elle est à destination des pères, des frères jésuites, des quelques centaines d'élèves qui sont ici dans le collège au tout début du XVIIe siècle, mais elle est surtout ouverte sur la rue, l'actuelle rue du collège, et elle permet aux fidèles de venir suivre l'office ici dans l'église. C'est donc à la fois une chapelle de collège et c'est finalement une fonction d'église paroissiale. C'est une chapelle classique dans la mesure où c'est la rationalité qui s'exprime ici. Des proportions idéales, un ordre architectural qui rappelle l'Antiquité gréco-latine. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été inaugurée un an seulement après que Descartes publie son Discours de la méthode. Elle est donc le reflet de ce rationalisme du XVIIe siècle. La raison triomphe, le cartésianisme triomphe dans les proportions de ce lieu. La deuxième chose qui frappe après l'ordonnancement classique, c'est la majesté du lieu, mais c'est également sa simplicité. L'ordre jésuite est un ordre qui, initialement, se fond dans l'esthétique baroque. Une des esthétiques de la contre-réforme, devant lutter contre l'austérité protestante, c'est l'opulence du baroque. Or, ici, l'ordre n'est absolument pas celui de l'opulence et celui du baroque. Il faut imaginer une grammaire architecturale qui parle aux fidèles et aux élites rochelaises qui restent dans leur cœur et dans leur tête des élites protestantes. Cette grammaire politique et religieuse est également une grammaire de la sobriété. La nef de cette chapelle est coiffée par une voûte, un magnifique arc en plein cintre, une voûte marquée par un coffrage qui aurait dû être en pierre de taille. Et cette nef elle-même, qui est donc en réalité du stuc, elle aurait dû à son tour être coiffée par une magnifique toiture en coque inversée de navire qu'annoncent simplement les frontons en pignon et d'ailleurs en accolade, c'est-à-dire ces espèces de lignes courbes qui sont peut-être les seules concessions faites à l'esthétique baroque, mais là encore, pour des raisons financières, il n'a pas été possible de mener à son terme ce projet de toiture magistrale pour cette chapelle jésuite.
depuis que les jésuites ont quitté La Rochelle et ont été expulsés en 1763, cette chapelle a connu des heures et des malheurs variables. En 1794, en pleine période de terreur, le collège cesse son activité et cette chapelle sert tantôt d'écurie, tantôt de lieu d'entrepôt, et donc a connu les affres du temps et a été considérablement dégradée, jusqu'à ce qu'elle soit réhabilitée en 1843, lorsque, sous Louis-Philippe Ier, ce lieu redevient le centre d'un collège royal. En 1984, le ministre de la Culture Jack Lang et son directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret, décident, sur le modèle du réseau des centres dramatiques nationaux qui avait été initié vers 1946 par Jeanne Laurent, de créer le réseau des centres chorégraphiques nationaux, les CCN. Et La Rochelle voit apparaître le premier centre, le CCN Poitou-Charentes, à cette date. Il est dirigé par Brigitte Lefebvre une année, puis en 1986, c'est la chorégraphe Régine Chopineau qui s'y installe et qui en prend la direction. Très rapidement, Régine Chopineau, qui dans un premier temps est installée dans les locaux de l'actuelle Coursive, rue Saint-Jean-du-Perrot, a besoin d'un lieu spécifique. Et entre 1993 et 1994, cette salle de l'ancien collège fromentin est choisie comme étant le lieu qui devrait servir d'écrin au CCN. Moi, je l'ai connu comme lieu d'exposition. Il y a eu de très belles expositions qui étaient organisées notamment par le Musée du Nouveau Monde, le Musée des Beaux-Arts aussi. Puis ensuite, elle a servi pour les élèves de première et deuxième année de droit, qui était l'embryon de ce qu'allait devenir l'Université de La Rochelle, jusqu'à ce qu'elle soit mise à disposition du Centre chorégraphique national. À cette époque-là, Régine Chopineau souhaitait prendre plus d'importance et monter le ballet atlantique. Jean-Pierre Raffarin, président de région, était d'accord pour faire un effort financier. Évidemment, ça se fait en partenariat, donc il fallait que la ville augmente aussi son effort, mais les finances étant ce qu'elles sont, l'idée est venue de mettre à disposition ce lieu très emblématique, d'abord de la ville, qui était un lieu chargé d'histoire, et puis un lieu d'une grande valeur patrimoniale. Et donc Michel Crépeau, finalement, avait dit, je vous mets à disposition ce lieu et ne venez plus rien me demander. Bon, en fait, il a fallu ensuite prendre notre part des travaux et puis, bien sûr, accompagner la compagnie. Cette chapelle devient le studio fromentin, servant désormais à l'une des missions principales des CCN, à savoir le partage d'outils, création chorégraphique par Régine Chopineau elle-même, mais également création chorégraphique par d'autres compagnies invitées ou associées. En 1993, la ville de La Rochelle nous a confié la chapelle Fromentin. Et ça a été un vrai changement. D'abord parce que c'est un outil tout à fait singulier, historique, chargé, qui offre 400 mètres carrés de plancher et une hauteur sous plafond qui sort de l'ordinaire des salles de spectacle. Ça a été vraiment un basculement dans la manière de travailler et d'avoir un tel outil à disposition.
En 2008, s'opère un passage de relais entre Régine Chopineau sur le départ et un nouveau chorégraphe, Kader Atou, issu de la culture hip-hop et spécialiste des danses hip-hop, premier chorégraphe hip-hop à prendre la direction d'un CCN en France. Quand nous avons commencé à occuper la chapelle, Régine souhaitait un studio, un espace de travail. On n'avait pas véritablement imaginé une forme de salle de spectacle. On était vraiment dans un lieu de travail et on voulait le garder dans son dispositif sans imposer de gradinage ou de choses contraignantes. Donc au fil du temps, il y a eu une pratique. Kader Atou est arrivé, il a été décidé à ce moment-là, et on l'avait déjà fait, mais de manière ponctuelle, d'utiliser un gradin frontal. Donc on a décidé de concevoir un gradin sur mesure qui soit rétractable et donc qui n'occupe pas complètement l'espace pour à la fois garder une certaine polyvalence et puis de pouvoir avoir ce gradinage qui nous permettait d'accueillir des représentations avec beaucoup plus d'aisance, de souplesse et d'agilité. Il est vrai qu'au fil du temps, les accueils de résidence est devenu une chose importante dans les centres chorégraphiques. On a mis en place tout un système d'accueil, de résidence, de soutien à la création pour des jeunes compagnies. Et ça nous amène tout au long de l'année à accueillir des dizaines de chorégraphes et des projets artistiques très différents. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir un peu la surprise parfois de ces équipes artistiques qui viennent dans la chapelle parce que la singularité du lieu, quand même, ne leur échappe pas. On n'est pas dans des théâtres, on n'est pas dans une salle classique de spectacle. Et en même temps, c'est intéressant de les voir s'accaparer l'espace, le lieu, et parfois de sentir l'influence que ça peut avoir sur leur travail. Vous savez, La Rochelle est une ville moyenne. C'est finalement une petite ville de 80 000 habitants. Donc le fait d'avoir une scène nationale, d'avoir un centre chorégraphique national, d'avoir une compagnie qui porte partout l'image de La Rochelle, comme le fait Kader, comme l'a fait Régine, comme l'a fait Brigitte, c'est quelque chose d'extrêmement important. Plutôt que de payer des campagnes de pub, il vaut mieux avoir des artistes qui, à la fois, irriguent le territoire de leur talent, de leur imaginaire, et créent une ambiance dans la ville. C'est important. Et dans le même temps, portent l'image de La Rochelle, et au-delà de l'image de La Rochelle, tout simplement, l'image d'une discipline en perpétuelle évolution. Je pense que c'était un geste très fort pour une ville que de donner un tel bâtiment au centre chorégraphique national, mais c'est aussi notre bien commun et c'est formidable de pouvoir l'ouvrir, d'avoir du public et de faire vivre un tel lieu patrimonial. D'une certaine manière, il vous ramène à votre condition d'humain et à une forme
de petitesse et d'une certaine fragilité. Quand on voit un bâtiment comme ça, aussi costaud, aussi solide et aussi abouti, où il y a de l'intelligence à tous les endroits, il suffit d'aller voir dans les combles comment les voûtes sont faites, toute cette intelligence qu'il a fallu à ces hommes pour bâtir des monuments comme ça. Quand j'ai arrêté mes mandats et quand j'ai arrêté d'être maire, je me suis toujours posé la question, je pense qu'on se la pose tous, qu'est-ce qui restera de ce qu'on a fait, quoi? Et je me suis souvent dit, au moins il restera ce lieu qui a été restauré et il restera un centre chorégraphique national. Quoi qu'il arrive, je n'imagine pas qu'un maire de La Rochelle puisse dire on supprime le centre chorégraphique. Voilà, donc c'est un lieu auquel je suis particulièrement attaché.